Il faut qu'elle signe les papiers de la vente et avant vendredi, le marché de l'immobilier n'attend pas. J'ai entendu cette phrase aussi distinctement que le bruit sourd de la terre tombant sur le cercueil de bois verni. C'était un chuchotement, un sifflement de serpent glissé entre deux sanglots simulés. Mais il a traversé le vacarme de la pluie battante pour venir se planter droit dans mon cœur. Je n'ai pas bougé. Sous mon voile de dentelle noire, je suis restée de marbre fixant la fosse béante où l'on venait de descendre Pierre, mon mari, mon compagnon de route, depuis 45 ans. C'était au cimetière du Père-Lachaise, un mardi de novembre gris et glacé, le genre de jour où Paris semble pleurer avec vous. Autour de moi, il y avait le tout Paris de l'architecture et des antiquaires, des hommes graves, en manteaux longs, qui venaient saluer une dernière fois le maître de la restauration d'art. Et juste à ma gauche, il y avait ma famille, ou du moins ce qu'il en restait. Ma belle-fille Valérie me tenait le bras. Pour les photographes et les amis présents, elle jouait le rôle de la bru éplorée, soutenant la pauvre veuve chancelante. Mais je sentais ses ongles manucurés s'enfoncer dans la laine de mon manteau avec impatience. Elle ne pleurait pas. Derrière ses lunettes de soleil de grande marque, ses yeux étaient secs, froids, calculateurs. Elle ne regardait pas la tombe de son beau-père. Elle regardait sa montre. À côté d'elle, mon fils unique, Guillaume, gardait la tête basse. Il avait l'air accablé, mais je connaissais mon garçon. Ce n'était pas seulement du chagrin. C'était de la honte, et surtout de la faiblesse. Il avait 45 ans, mais devant sa femme, il redevenait un petit garçon fautif qui attend les ordres. « C'est bon, on a fait le tour », murmura Valérie en tirant légèrement sur mon bras. Elle a dit ça comme si nous étions au supermarché. J'ai résisté une seconde, juste pour sentir le poids de sa main, cette main avide qui voulait déjà me pousser vers la sortie vers l'oubli. Pierre n'était pas encore froid qu'il faisait déjà l'inventaire. Il pensait que j'étais une vieille femme fragile, une épouse décorative qui avait passé sa vie à faire des compositions florales et à organiser des dîners totalement ignorantes des affaires. Ils pensaient que sans Pierre je n'étais rien, mais ils avaient oublié un détail. Pierre et moi, nous n'étions pas seulement mari et femme, nous étions une équipe. Et si Pierre était l'artiste qui restaurait les châteaux, j'étais celle qui tenait les livres de contes dans l'ombre depuis le premier jour. Je me suis retournée lentement vers Guillaume. J'ai vu ses épaules voûtées. « Allons-y, maman », dit-il d'une voix pâteuse, sans oser croiser mon regard. « Il fait froid, tu vas attraper la mort. » La mort. Le mot a flotté entre nous. Nous avons marché dans les allées boueuses du cimetière, le bruit de nos pas crissant sur les graviers mouillés. Le chauffeur nous a ouvert la porte de la berline noire. Valérie s'est engouffrée la première, s'empressant de sortir son téléphone portable pour vérifier ses messages, probablement des commandes, pour sa boutique de vêtements, qui ne vendait rien. Je me suis assise à côté d'elle. L'odeur de son parfum lourd et entêtant a envahi l'habitacle, masquant l'odeur des chrysanthèmes. Le trajet vers notre appartement du 16e arrondissement s'est fait dans un silence pesant. Je regardais défiler les rues de Paris, ces rues que Pierre aimait tant. Nous passions devant les immeubles haussmanniens, ces façades de pierre, qu'il avait passé sa vie à protéger. Et maintenant je sentais les regards de mon fils et de sa femme peser sur moi. Ils ne voyaient pas une mère en deuil. Ils voyaient un obstacle. Ils voyaient un appartement de 200 mètres carrés, avec vue sur la tour Eiffel remplie de meubles d'époque, qu'ils avaient déjà vendus dans leur tête. Une fois arrivé, l'ascenseur nous a montés au 5e étage. Le déclic de la clé dans la serrure a résonné comme un glas. En entrant dans le grand salon, Valérie a tout de suite ôté ses lunettes et a balayé la pièce du regard.
Ce n'était pas un regard de respect pour la maison d'un défunt. C'était le regard d'un agent immobilier. Elle a touché le velours du canapé, elle a tapoté le bois de la commode Louis XV. « C'est immense quand même pour une seule personne », lâcha-t-elle comme si elle se parlait à elle-même. Je me suis assise dans mon fauteuil habituel près de la cheminée éteinte. Je n'avais même pas enlevé mon chapeau. Je les ai regardés. Guillaume tournait en rond, mal à l'aise. Valérie, elle s'est plantée au milieu du tapis perçant, les mains sur les hanches. Elle avait besoin d'argent. Je le savais. Guillaume avait besoin d'argent pour couvrir ses échecs. Et il pensait que la solution à tous leurs problèmes était assise là, vulnérable, vêtue de noir. Il ne savait pas que dans la poche de mon sac à main je serrais le dernier mot que Pierre m'avait écrit. Il ne savait pas qui j'étais vraiment. Le dîner qui a suivi n'avait rien d'un repas de famille. C'était une veillée d'armes. Nous étions assis autour de la grande table en chêne de la salle à manger, celle-là même, où Pierre présidait les déjeuners du dimanche avec tant de joie. Ce soir, la table semblait immense, vide, presque hostile. Valérie avait commandé des plats chez un traiteur de luxe, mais personne n'avait faim. Le bruit des couverts raclant la porcelaine était le seul son qui osait troubler le silence pesant. Guillaume mangeait vite le nez dans son assiette, fuyant mon regard. Il buvait verre sur verre, un Bordeaux hors d'âge, que Pierre gardait pour les grandes occasions. Voir mon fils se servir ainsi, sans respect, comme s'il buvait de l'eau du robinet, m'a fait un pincement au cœur. Valérie, elle picorait à peine. Elle était agitée. Elle tapotait du pied sous la table, faisant trembler légèrement la nappe brodée. Soudain, elle a posé sa fourchette avec un bruit sec. Le moment était venu. Elle a fouillé dans son sac à main posé sur une chaise voisine et en a sorti une pochette en papier glacé, aux couleurs vives. D'un geste théâtral, elle l'a fait glisser sur la table, la poussant jusqu'à moi, entre le sel et le poivre. « Maman, il faut qu'on parle sérieusement », a-t-elle déclaré d'une voix qui se voulait douce, mais qui sonnait faux. J'ai baissé les yeux sur le document. Sur la couverture, il y avait une photo saturée, montrant des personnes âgées, jouant aux cartes, avec des sourires figés, sous un soleil artificiel. En haut, en lettres rondes et rassurantes, il était écrit « Résidence les Mimosas, le bonheur de l'âge d'or ». J'ai relevé la tête, fixant ma belle-fille, par-dessus mes lunettes. « Qu'est-ce que c'est, Valérie ?» ai-je demandé calmement. « C'est une opportunité », a-t-elle répondu avec un sourire carnassier. « Écoutez, Élise, soyons réalistes. Pierre n'est plus là. Cet appartement fait 200 mètres carrés. C'est beaucoup trop grand pour vous. L'entretien, le ménage, les charges. C'est un gouffre. Et puis c'est dangereux. Imaginez que vous tombiez dans l'escalier qui vous aidera. » Elle a marqué une pause attendant une réaction que je ne lui ai pas donnée. Voyant mon silence, elle a continué plus pressante. « J'ai visité cet endroit moi-même. C'est très bien vraiment. C'est propre, c'est moderne. C'est situé en grande banlieue. L'air y est plus pur qu'à Paris. Ils ont des activités, des ateliers mémoire, de la gymnastique douce. Et le plus beau, c'est qu'il y a une navette qui passe tous les lundis matins pour vous emmener au supermarché local. Vous ne serez jamais seul. » J'ai senti une colère froide monter en moi. Une navette le lundi matin. Voilà donc ce qu'elle m'offrait en échange de ma vie ici. Une place dans un dortoir de luxe, au milieu des champs de betteraves, avec une sortie hebdomadaire en minibus. Elle voulait m'exiler. Elle voulait m'effacer du tableau pour récupérer le cadre. Et l'appartement, ai-je murmuré, feignant la faiblesse. C'est là que Guillaume est intervenu. Il a posé son verre, le visage rougeau, l'œil fuyant. « L'appartement, on va s'en occuper, maman ?» a-t-il dit précipitamment. « Valérie a besoin de capitaux pour son showroom. Tu sais que le secteur de la mode est difficile. Et moi ? Enfin, mes affaires ont besoin d'un petit coup de pouce.
C'est le patrimoine de la famille, après tout. Papa aurait voulu qu'on l'utilise pour avancer, pas pour qu'il prenne la poussière. Il a tendu la main vers moi, une main moite et tremblante. « Signe les papiers de mise en vente, maman. De toute façon, je suis l'héritier unique. Tout ça me reviendra un jour ou l'autre. Autant que ça serve maintenant, quand on en a vraiment besoin. Ce sera plus simple pour tout le monde. Tu seras tranquille au mimosa, et nous, on pourra enfin réussir. » J'ai regardé mon fils. J'ai vu l'avidité dans ses yeux, mais aussi une forme de désespoir. Il répétait les mots que sa femme lui avait soufflés. Il était prêt à mettre sa mère à la porte le soir même de l'enterrement de son père pour satisfaire les caprices de son épouse. J'ai repoussé doucement la brochure du bout des doigts, comme si c'était un objet souillé. « C'est très soudain, ai-je dit d'une voix que j'ai rendue volontairement chevrotante. Je ne m'attendais pas à partir si vite. Il n'y a pas de temps à perdre, à couper Valérie sèchement, perdant patience. Le marché est... Oh, wow. On a déjà une offre officieuse. Si on ne signe pas cette semaine, on perd de l'argent. Et on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent, Élise. Pas avec les dettes que Guillaume a accumulées. Ah, les dettes. Le mot était lâché. Elle pensait m'impressionner, me faire culpabiliser. Elle ne savait pas que je connaissais chaque centime de ses dettes. Elle ne savait pas que c'était l'argent de Pierre qui avait bouché les trous de leur incompétence depuis 10 ans. J'ai pris une profonde inspiration jouant le rôle de la vieille dame, dépassée par les événements. « Je comprends », ai-je soupiré en baissant la tête. « Vous avez raison. Je ne veux pas être un poids. Je suis fatiguée. » Le visage de Valérie s'est illuminé. Elle a échangé un regard victorieux avec Guillaume. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que la vieille citadelle avait cédé sans combattre. « Je vais y réfléchir cette nuit, ai-je ajouté doucement. Donnez-moi juste quelques jours pour trier mes affaires. C'est toute une vie qu'il faut mettre en carton. » « Bien sûr, maman, a dit Guillaume visiblement soulagé. Prends la semaine. Mais lundi prochain, la navette des mimosas t'attendra. Lundi prochain. J'avais donc 6 jours. 6 jours pour transformer leur victoire en déroute. 6 jours pour leur apprendre que l'héritage de Pierre ne se volait pas. Dès le lendemain matin, alors que Valérie et Guillaume dormaient encore rêvant probablement à la décoration de leur futur empire, j'ai quitté l'appartement. J'avais troqué mes vêtements de deuil, trop amples, contre un tailleur gris, perles parfaitement coupées, et j'avais coiffé mes cheveux en un chignon strict. Je n'allais pas au marché, j'allais au combat. Le cabinet de Maître Dubois se trouvait à 2 rues de là dans un immeuble discret, aux lourdes portes cochères. C'était le notaire de la famille, depuis toujours une femme de mon âge, aux cheveux coupés courts, et au regard d'acier qui connaissait nos secrets, mieux que nous-mêmes. Quand je suis entrée dans son bureau, elle s'est levée immédiatement, contournant son immense table en acajou pour venir m'embrasser. « Élise, dit-elle en me tenant les mains, je ne pensais pas te voir si tôt après la cérémonie. Ils ne m'ont pas laissé le choix, Hélène, ai-je répondu en m'asseyant dans le fauteuil en cuir. Ils veulent vendre l'appartement. Tout de suite. Ils parlent de maison de retraite. » Maître Dubois a eu un petit rire sec. Elle est retournée s'asseoir, à ajuster ses lunettes et a posé ses mains à plat sur un dossier épais posé devant elle. « Je m'en doutais, » soupira-t-elle. « Pierre s'en doutait aussi. C'est pour cela que nous avons tout préparé. » Elle a ouvert le dossier. À l'intérieur, il n'y avait pas le testament classique que Guillaume imaginait. Il y avait des statuts de société, des bilans comptables et une liasse de papier jauni. « Ton fils pense qu'il est l'héritier direct de l'appartement, » commença-t-elle en tournant une page. « Il se trompe. L'appartement, tout comme l'atelier de restauration et les entrepôts en banlieue, n'appartenait pas à Pierre en nom propre. Tout est détenu par une société civile immobilière, la SCI, la Citadelle. » Elle a levé les yeux vers moi, un sourire en coin. « Et devine qui en est la gérante et l'associée majoritaire
avec 99% des parts, toi, Élise. Pierre t'a tout transféré il y a 5 ans. Guillaume ne possède qu'une seule part symbolique juste pour la forme. Tu es chez toi. Tu es la patronne. Tu peux vendre si tu veux ou tu peux brûler les meubles si ça te chante, mais eux ne peuvent rien faire sans ta signature. J'ai senti un poids immense quitter mes épaules. Je savais que Pierre avait pris des dispositions, mais je n'imaginais pas qu'il m'avait donné un tel pouvoir. Mais ce n'est pas tout, continua Maître Dubois, en sortant un autre document relié par un ruban rouge. C'était un registre. Un livre de comptes tenu à la main par Pierre, avec sa belle écriture déliée. Guillaume t'a parlé de ses affaires qui ont besoin d'un coup de pouce, demanda-t-elle avec ironie. La vérité, c'est que depuis 10 ans, chaque fois qu'il plantait une entreprise, chaque fois qu'il avait besoin d'argent pour les caprices de Valérie, il venait pleurer chez son père. Et Pierre payait. Mais Pierre n'était pas fou. À chaque virement, il faisait signer à Guillaume une reconnaissance de dette officielle. Elle a ouvert le registre. Les colonnes de chiffres donnaient le vertige. 20 000 € pour une voiture de sport. 50 000 pour un investissement raté dans le vin. 30 000 pour des vacances aux Maldives. Le total s'élève à 500 000 €, annonça-t-elle calmement. 500 000 € que ton fils doit à la succession, c'est-à-dire à toi. J'ai regardé le chiffre. C'était une fortune. C'était le prix de leur train de vie, financé par le travail acharné de mon mari. Et voici le coup de grâce, ajouta-t-elle en pointant un paragraphe en bas de la dernière page. C'est la clause de sauvegarde. Pierre l'a fait ajouter l'année dernière, quand Valérie a commencé à parler de ton âge avec insistance. Cette clause stipule que si Guillaume tente de forcer la vente d'un bien de la société ou réclame sa part d'héritage avant ton décès, l'intégralité de la dette devient immédiatement exigible. Elle a refermé le dossier avec un bruit mat. En résumé, Élise, s'ils essaient de te mettre dehors, ils te doivent 1 demi-million d'euros payables sur le champ. S'ils ne peuvent pas payer, tu saisis tout ce qu'ils ont. Je suis restée silencieuse un moment digérant l'information. Pierre, mon merveilleux Pierre. Même de l'autre côté, il continuait de me protéger. Il avait transformé ma faiblesse présumée en une forteresse imprenable. J'ai pensé à Valérie, à son arrogance, à sa brochure de maison de retraite. J'ai pensé à Guillaume qui attendait ma reddition comme un vautour. Ils ne savent rien de tout ça, ai-je demandé doucement. Rien, répondit Maître Dubois. Ils pensent que c'est une succession classique. Ils pensent qu'ils ont juste besoin de ta signature chez le notaire pour débloquer les fonds. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Pas un sourire de grand-mère gâteau, un sourire de prédatrice. Ils veulent une signature, ai-je dit en me levant. Ils vont l'avoir, mais pas celle qu'ils croient. Hélène préparait les actes. Je veux que Laurent, le chef d'atelier, soit là aussi. On va faire ça dans les règles de l'art. Mais d'abord, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Je vais leur donner l'illusion de la victoire. Plus ils monteront haut, plus la chute sera douloureuse. De retour à l'appartement, je me suis assise devant le vieux téléphone à cadran qui trônait sur le guéridon de l'entrée. C'était un objet lourd en bakélite noir que Pierre avait restauré lui-même. J'ai caressé le combiné un instant, répétant mon texte mentalement. Il fallait que je sois parfaite. Il fallait que je joue la partition de la vieille dame vaincue, avec juste ce qu'il faut de trémolo dans la voix, pour qu'ils y croient, mais assez de lucidité apparente, pour que ma signature reste valable à leurs yeux. J'ai composé le numéro de portable de Guillaume. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'entendais du bruit derrière lui, une musique d'ambiance et le tintement de verre. Ils devaient être au restaurant, probablement en train de fêter leur future richesse, avant même de l'avoir acquise.
Allô, maman, a-t-il lancé un peu fort, sa voix trahissant une légère impatience. Il y a un problème. Bonjour, Guillaume, ai-je répondu d'une voix basse presque éteinte. Non, il n'y a pas de problème. J'ai réfléchi à ce que Valérie a dit hier soir. Le bruit de fond s'est soudainement atténué. Il a dû faire signe à sa femme de se taire ou sortir sur le trottoir. Et alors a-t-il demandé le souffle court. Vous avez raison. Ai-je soupiré? Je ne peux pas garder cet appartement. C'est trop grand, trop lourd pour moi. Et puis, je ne veux pas être un obstacle à votre réussite. Votre père n'aurait pas voulu ça. J'ai entendu un soupir de soulagement immense à l'autre bout du fil, suivi d'un chuchotement excité. Valérie devait être collée à son oreille. « C'est une sage décision, maman », a-t-il dit, sa voix devenue soudainement mielleuse. « Vraiment sage. Tu verras au Mimosa, tu seras traitée comme une reine. » Oui, comme une reine, ai-je répété avec amertume. Mais Guillaume, j'ai une condition. Il y a eu un silence méfiant. Une condition laquelle? Je ne veux pas partir comme une voleuse, ai-je expliqué. J'ai vécu 40 ans ici. Je veux dire au revoir à ma vie dignement. Je veux que nous organisions une dernière réception ici, à l'appartement vendredi soir. Une soirée d'adieu. J'inviterai quelques vieux amis de Pierre, et vous pourrez inviter vos relations. Je signerai les papiers de vente et de transfert devant tout le monde, avec Maître Dubois, comme une passation de pouvoir officielle. J'ai entendu Valérie arracher le téléphone des mains de Guillaume. Une fête, a-t-elle crié, sa voix vibrant d'excitation. Mais c'est une idée merveilleuse, Élise. Absolument géniale. On fera ça en grand. On montrera à tout Paris que la succession est assurée. C'est parfait pour mon image, parfait pour le showroom. Elle ne voyait pas un adieu émouvant. Elle voyait un coup de publicité. Elle voyait l'occasion de parader dans mon salon, de montrer la vue sur la scène à ses rivales et de dire « Regardez, tout ceci est à moi ». « C'est d'accord, Valérie ?» ai-je demandé humblement. « D'accord, c'est plus que d'accord. Je m'occupe de tout. Le traiteur, le champagne, la décoration. Ne vous inquiétez de rien. Reposez-vous. Préparez juste vos valises pour lundi. Vendredi soir, ce sera l'événement de l'année. » Elle a raccroché sans même dire au revoir. J'ai reposé le combiné doucement. Le piège était enclenché. Elle avait mordu à l'hameçon avec une voracité effrayante. Dans les heures qui ont suivi, l'appartement est devenu une ruche. Valérie est passée en coup de vent, non pas pour me voir, mais pour prendre des mesures et donner des ordres au téléphone. Je l'ai entendue depuis le couloir passer des commandes extravagantes. 300 huîtres, du champagne millésimé par caisse, des compositions florales géantes. Elle invitait le banc et l'arrière-banc de la société parisienne, des journalistes, des investisseurs potentiels. Elle voulait les éblouir. Mais il y avait un problème que j'avais anticipé. Pour organiser une fête d'une telle ampleur en 48 heures, il fallait de l'argent liquide tout de suite. Les traiteurs de luxe ne font pas crédit aux mauvaises payeuses, et Valérie avait une réputation déplorable. Je l'ai vue le visage fermé, passer des appels discrets sur le balcon. « Oui, je sais que je suis déjà à découvert », sifflait-elle dans son portable. « Mais c'est une question de jours. Je signe vendredi. L'appartement vaut 3 millions d'euros. Je vous rembourserai le double la semaine prochaine. » Elle appelait ses créanciers habituels, mais ils refusaient. Alors elle a dû aller plus loin. Je l'ai vu noter un numéro sur un bout de papier, un numéro qu'on ne trouve pas dans l'annuaire. Elle a appelé un certain monsieur Rocco. Je ne connaissais pas ce nom, mais le ton de sa voix, mélange de peur et d'arrogance, ne trompait pas. Elle empruntait à des taux usuraires, gaguant l'argent qu'elle n'avait pas encore sur la peau de l'ours, qu'elle n'avait pas encore tué. « C'est bon », a-t-elle dit en rentrant dans le salon, les joues rouges d'excitation fiévreuse. « Tout est réglé. Ce sera grandiose. »
Elle m'a regardée assise dans mon fauteuil avec mon tricot, et elle a eu ce petit sourire de pitié condescendante. « Essayez de trouver quelque chose de correct à vous mettre, Élise, a-t-elle lancé. Il y aura du beau monde. Ne nous faites pas honte. » Je n'ai rien répondu. J'ai juste baissé la tête sur mes mailles, cachant mon sourire. Elle creusait sa tombe avec une pelle en or, et elle le faisait avec un enthousiasme débordant. Vendredi soir, elle allait avoir la surprise de sa vie. Le vendredi est arrivé apportant avec lui une frénésie que cet appartement n'avait jamais connue. Dès l'aube, une armée de serveurs de fleuristes et de techniciens a envahi mon sanctuaire. Ils déplaçaient les meubles, roulaient les tapis, installaient des spots lumineux agressifs, là où Pierre avait toujours privilégié la douceur des lampes à abat-jour. J'étais assise dans un coin de la cuisine, buvant mon café, dans une petite tasse ébréchée, seule pièce où l'on m'avait autorisé à rester pour ne pas gêner la circulation, comme l'avait si délicatement formulé ma belle-fille. Valérie était partout à la fois. Elle portait un peignoir en soie fuchsia et dirigeait les opérations comme un général sur un champ de bataille. Je l'entendais crier depuis le salon. « Non pas ce fauteuil !» hurlait-elle. « Il est hideux, mettez-le dans le couloir de service. On a besoin de place pour la piste de danse. » J'ai serré ma tasse un peu plus fort. C'était le fauteuil de lecture de Pierre, celui où il s'asseyait chaque soir pour lire son journal. Elle le jetait comme un encombrant. J'ai fermé les yeux pour ne pas pleurer. Ce n'était pas le moment de craquer. Il fallait laisser faire. Il fallait qu'elle s'y croie, qu'elle s'imagine déjà propriétaire des murs, pour que la leçon porte ses fruits. Vers midi, Guillaume est entré dans la cuisine. Il avait les traits tirés et une odeur de tabac froid imprégnait ses vêtements. Il a ouvert le réfrigérateur, a sorti une bouteille de bière et l'a décapsulée avec les dents. « Ça va être une sacrée soirée », a-t-il marmonné sans me regarder comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Valérie a invité du beau monde. Il y aura même des banquiers suisses. Et ce monsieur Rocco, ai-je demandé innocemment en reposant ma tasse. Il vient aussi. Guillaume a failli s'étrangler avec sa gorgée. Il a toussé le visage cramoisi et m'a lancé un regard paniqué. « Comment tu connais ce nom ?» a-t-il bafouillé. « J'ai entendu Valérie au téléphone hier, » ai-je répondu calmement. Elle avait l'air de dire qu'il était important. Guillaume a baissé les yeux fixant l'étiquette de sa bouteille. « Oui, » a-t-il soufflé, « c'est un investisseur. Un type influent. Il faut que tout se passe bien ce soir, maman. Il faut vraiment que tu signes. Si tu ne signes pas, on est en difficulté. » Il n'a pas dit mort, mais je l'ai entendu dans le tremblement de sa voix. Ils avaient misé leur survie physique sur ma signature. « Ne t'inquiète pas, mon fils, » ai-je dit en me levant pour lui caresser l'épaule. « Je signerai. Tout sera réglé ce soir. » Il a soupiré de soulagement, le pauvre idiot. Il ne comprenait pas que ma signature allait effectivement tout régler, mais pas dans le sens qu'il espérait. L'après-midi a filé. Valérie avait transformé le salon en une sorte de boîte de nuit chic et vulgaire. Il y avait des bars à champagne, des montagnes de petits fours et une musique d'ambiance qui faisait déjà vibrer les vitres. Elle s'était habillée tôt. Elle portait une robe de créateur longue, dorée, trop décolletée pour une réunion de famille, mais parfaite pour une femme qui veut crier au monde « Je suis riche ». Elle s'est plantée devant le grand miroir de l'entrée, admirant son reflet tournant sur elle-même. « Regardez-moi ça », a-t-elle dit à Guillaume, qui ajustait son nœud papillon. « Cette robe va parfaitement avec l'appartement. Je ferai refaire les peintures en blanc cassé. Ce sera plus lumineux. Et on abattra la cloison de la cuisine pour faire un grand loft. » Elle parlait au futur. Elle conjuguait déjà sa vie ici. Elle s'est tournée vers moi.
J'étais toujours dans mon tailleur gris simple digne. Elle m'a toisé avec un mépris qu'elle ne prenait même plus la peine de dissimuler. « Vous allez rester comme ça ?» a-t-elle demandé en grimaçant. « C'est ma tenue de deuil, Valérie, ai-je rappelé doucement. »« Oh, le deuil !» a-t-elle soufflé en levant les yeux au ciel. « C'est tellement triste. Essayez au moins de sourire quand je vous présenterai aux invités. Dites juste que vous êtes fatigué et que vous avez hâte de vous reposer à la campagne. Ne racontez pas votre vie. Personne n'a envie d'entendre les histoires d'une vieille dame. » Elle s'est approchée de moi, envahissant mon espace vital avec son parfum capiteux. « Ce soir, c'est mon moment. » Élise a-t-elle chuchoté, son visage durci par l'ambition. « Ne le gâchez pas. Dès que Maître Dubois arrive, on signe, on boit une coupe et vous allez vous coucher. »« Compris. »« Compris, ai-je répondu. » La sonnette a retenti. Un carillon long et grave. Le premier invité. Valérie a immédiatement changé de visage. Son masque de prédatrice a disparu pour laisser place à un sourire éclatant commercial faux. « C'est parti !» a-t-elle lancé en claquant des mains. « Guillaume le champagne. Élise, asseyez-vous dans le coin et ne bougez pas. » Elle s'est précipitée vers la porte pour accueillir son public, ouvrant les bras comme si elle était la maîtresse de maison depuis toujours. Je suis allée m'asseoir docilement sur la petite chaise qu'elle m'avait désignée dans l'ombre d'une plante verte. De là, je voyais tout. Je voyais les loups entrer dans la bergerie. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que la bergère avait un fusil. 1 heure plus tard, mon salon ne m'appartenait plus. Il était devenu une salle de spectacle où se jouait une comédie grotesque. Il y avait là une 50aine de personnes, des inconnus pour la plupart, qui buvaient mon vin et écrasèrent des miettes de feuilleté sur mes tapis persans. L'air était saturé de parfums chers et de rires forcés. Je restais vissée sur ma chaise dans mon coin d'ombre, les mains posées bien à plat sur mes genoux, comme une statue de cire qu'on aurait oublié de ranger. Valérie rayonnait. Elle volait de groupe en groupe sa coupe de champagne, à la main faisant teinter ses bijoux. Je l'entendais raconter l'histoire de l'appartement comme si elle y avait grandi. « Oui, la vue est imprenable, disait-elle en montrant la baie vitrée d'un geste large. Nous allons tout rénover, bien sûr. Ce style ancien, c'est charmant, mais tellement poussiéreux. Nous voulons du blanc, du vert, de la lumière. Guillaume a des projets fabuleux pour cet espace. » Guillaume, lui, ne semblait pas avoir de projet fabuleux. Il était accoudé au bar improvisé sur le piano à queue, et il transpirait à grosses gouttes. Il ne quittait pas des yeux un homme assis seul sur le canapé, un homme au costume sombre et au visage marqué, qui ne buvait pas et ne souriait pas. C'était ce fameux Monsieur Rocco. Il observait la scène avec l'air d'un banquier qui vient vérifier sa garantie avant de signer le chèque. Chaque fois que Valérie éclatait de rire, je voyais Guillaume tressaillir comme s'il avait peur que le château de cartes ne s'effondre avant l'heure. Soudain, Valérie a tapé sur sa coupe avec une petite cuillère en argent. Le tintement cristallin a traversé le brouhaha. Les conversations se sont tues progressivement. Les visages se sont tournés vers elle. Elle s'est placée au centre de la pièce, juste sous le grand lustre en cristal, savourant l'attention. « Mes chers amis, a-t-elle commencé d'une voix vibrante d'émotions feintes. Merci d'être venus si nombreux pour nous soutenir dans ce moment de transition. Comme vous le savez, nous avons perdu notre cher Pierre il y a quelques jours. » Elle a marqué une pause théâtrale, baissant les yeux 1 seconde, avant de les relever avec un sourire courageux. Mais la vie continue, et ce soir nous célébrons l'avenir. Nous célébrons la transmission. Elle s'est tournée vers moi. Son index manucuré s'est tendu dans ma direction, me désignant à la foule, comme on désigne une antiquité curieuse dans une vitrine. Je voudrais que nous applaudissions ma belle-mère Élise. Elle a pris une décision très courageuse, n'est-ce pas, Élise ? Tous les regards ont convergé vers moi.
Je me suis sentie nue, petite, vulnérable. J'ai gardé le visage impassible, serrant les dents. Élise a accepté de nous laisser les rênes, a-t-elle poursuivi, avec une condescendance mielleuse. Elle sait qu'elle n'a plus la force de gérer un tel patrimoine. Elle part dès lundi pour la résidence Les Mimosas, un endroit charmant où elle pourra se reposer et ne plus se soucier de rien. Elle est un peu fatiguée, vous savez. Parfois, la tête ne suit plus très bien. Un murmure de compassion polie a parcouru l'assemblée. J'ai entendu quelqu'un chuchoter. « Pauvre femme, c'est triste de finir comme ça. » Valérie m'avait volé ma dignité. Elle me présentait comme une vieille sénile qu'on parque pour son propre bien, alors qu'elle ne pensait qu'à récupérer les mètres carrés. C'était l'humiliation suprême. Elle voulait que tout le monde sache que j'étais hors jeu, que j'étais du passé. C'est pour cela que nous allons signer les papiers ce soir, devant vous tous, a-t-elle annoncé triomphalement. Pour sceller ce nouveau départ? À cet instant précis, la sonnette de l'entrée a retenti, coupant net son élan lyrique. C'était une sonnerie longue, insistante. Guillaume a sursauté, renversant un peu de champagne sur sa manche. Valérie a froncé les sourcils contrariés, qu'on ose interrompre son spectacle. « Ah, ce doit être le notaire !» a-t-elle lancé en retrouvant son sourire. « Enfin, Guillaume va ouvrir. » Mon fils s'est précipité vers la porte comme un garçon de café. Quelques secondes plus tard, il est revenu pâle comme un linge, suivi par 2 personnes. Maître Dubois est entrée la première. Elle portait sa robe noire d'avocate sous son manteau, ce qui a jeté un froid immédiat dans l'assistance festive. Elle tenait une épaisse serviette en cuir sous le bras. Mais ce n'est pas elle qui a fait taire les derniers chuchotements. C'est l'homme qui la suivait. C'était Laurent. Laurent, le chef d'atelier de Pierre. Un colosse aux mains calleuses, mal à l'aise dans son costume du dimanche, mais avec un regard noir de colère. Il a balayé la salle des yeux, dégoûté par le luxe étalé avant de fixer son regard sur moi. Il a traversé la foule sans dire un mot et est venu se placer juste derrière ma chaise debout, les bras croisés comme un garde du corps. Valérie a eu un moment d'hésitation. Elle ne s'attendait pas à voir l'ouvrier. Maître Dubois a-t-elle fini par dire, en s'avançant un peu moins sûre d'elle. Et... Laurent. Quelle surprise. Nous n'attendions que les papiers de vente. « Bonsoir, madame », a répondu Maître Dubois d'une voix glaciale qui a résonné dans le silence total du salon. « J'ai bien les papiers, mais peut-être pas ceux que vous espérez. » Elle s'est dirigée vers la grande table de la salle à manger, écartant d'un geste sec un plateau de verrine pour poser sa serviette. « Si nous devons procéder à une signature publique, » a-t-elle déclaré en ouvrant son dossier, alors faisons-le correctement. Tout le monde est là, les créanciers aussi, je suppose. Elle a jeté un regard rapide vers M. Rocco, qui s'est redressé sur son canapé, soudain très attentif. Valérie a perdu son sourire. Elle a regardé Guillaume, puis le notaire, puis moi. Elle a senti pour la première fois que le sol était en train de se dérober sous ses talons aiguilles. J'ai lentement levé la tête. J'ai croisé le regard de ma belle-fille, et je lui ai souri. Pas le sourire fatigué de la vieille dame des Mimosas, le sourire de la patronne. Valérie, sentant le vent tourner, a tenté un dernier coup de poker. Elle a saisi un stylo en or sur la table et s'est précipitée vers moi, le sourire crispé, tremblant d'une rage contenue. « Allez, maman !» a-t-elle sifflé en me fourrant le stylo dans la main. « Arrêtons ce cirque. Les invités attendent. Signez-la en bas de la page et qu'on n'en parle plus. » J'ai regardé le stylo, puis j'ai regardé son visage déformé par l'avidité. Lentement, très calmement, j'ai posé le stylo sur le guéridon à côté de moi. Puis je me suis levée. Je ne me suis pas levée comme une vieille dame percluse de rhumatisme. Je me suis levée d'un bloc, le dos droit, le menton haut, retrouvant en une seconde la stature que j'avais eue toute ma vie aux côtés de Pierre.
Je ne signerai rien, Valérie, ai-je dit, d'une voix claire qui a porté jusqu'au fond du salon. Parce qu'il n'y a rien à vendre. Un murmure de confusion a parcouru l'assemblée. Guillaume a fait un pas vers moi, les mains moites. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» a-t-il bégayé. « Tu as promis… » Maître Dubois a claqué son dossier sur la table. Le bruit sec a fait sursauter tout le monde. « Ce que Madame Élise essaie de vous dire, » a déclaré le notaire, d'un ton professoral, « c'est que vous ne pouvez pas vendre cet appartement. Pour la simple et bonne raison qu'il n'appartient pas à la succession de votre père. » Elle a sorti un document officiel et l'a brandi. Cet appartement ainsi que l'entreprise de restauration et les entrepôts sont la propriété exclusive de la société civile immobilière La Citadelle et la gérante unique possédant 99% des parts et le droit de décision absolu est Madame Élise ici présente. Guillaume, vous ne possédez rien. Pas une brique, pas un meuble, pas un tapis. Valérie a lâché sa coupe de champagne. Elle s'est brisée sur le parquet, éclaboussant sa robe dorée. Mais elle ne l'a même pas remarqué. Elle était livide. C'est un mensonge, a-t-elle hurlé. C'est impossible, Pierre n'aurait jamais fait ça. Pierre savait exactement qui vous étiez, ai-je répondu froidement. Il savait que vous attendiez sa mort pour dépouiller sa veuve. Mais ce n'est pas tout à enchaîner Maître Dubois implacablement. Elle a ouvert le fameux registre, le livre de comptes manuscrit de Pierre. Puisque vous avez convoqué cette assemblée pour parler d'argent, parlons d'argent. Guillaume, pendant 10 ans, votre père a financé vos échecs et les caprices de votre épouse. Il a tout noté. Chaque virement, chaque chèque. Elle a tourné le livre vers eux. Le total s'élève à 500 000 €. Et voici le point crucial, il existe une clause de sauvegarde dans la reconnaissance de dette. Cette clause stipule que si vous tentez de forcer la main de votre mère pour obtenir un héritage anticipé, la totalité de la dette devient exigible immédiatement. Le notaire a retiré ses lunettes et a fixé Guillaume droit dans les yeux. Vous avez menacé votre mère de la mettre en maison de retraite pour vendre son toit. La clause est donc activée. Guillaume, vous devez rembourser 500 000 € à la société La Citadelle. Ce soir, maintenant. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Dans le coin, Monsieur Rocco l'usurier s'est levé lentement. Il a boutonné sa veste. Il avait compris qu'il ne reverrait jamais son argent. Il a lancé un regard noir à Valérie, un regard qui promettait des jours très sombres, et il s'est dirigé vers la sortie, sans un mot. Guillaume lui s'est effondré sur une chaise, la tête entre les mains. « Maman !» a-t-il pleurniché. « On n'a pas cet argent, tu le sais bien. On est ruinés. »« Je sais, » ai-je dit en m'avançant vers eux. Je traversais la foule qui s'écartait sur mon passage, comme la mer Rouge. Puisque vous ne pouvez pas payer, a repris Maître Dubois, nous allons procéder à une saisie conservatoire immédiate, comme le prévoit le contrat. Elle a fait un signe à Laurent. Mon fidèle chef d'atelier s'est avancé. Il a tendu une main large et calleuse vers Guillaume. « Les clés » a-t-il grondé de sa voix de basse. « Les clés » a couiné Valérie. « Quelles clés ?»« Les clés de votre voiture de sport » a énuméré le notaire. Les clés de votre appartement en banlieue, qui appartient aussi à la société de votre père. Et les clés du showroom de Madame Financé, avec l'argent de la famille. Tout est saisi pour rembourser la dette. Valérie a regardé autour d'elle cherchant un soutien, un ami n'importe qui. Mais les invités, ces gens du beau monde, qu'elle voulait tant impressionner, détournaient le regard gêné, ou sortaient déjà leur téléphone pour raconter le scandale. Elle était seule, nue dans sa robe dorée. « Vous ne pouvez pas faire ça !» a-t-elle crié, les larmes de rage coulant sur ses joues maquillées. « Vous nous mettez à la rue. C'est inhumain. » « Inhumain » ai-je répété doucement. Je me suis plantée devant elle. J'étais calme, terriblement calme. « Lundi matin, Valérie.
Vous vous souvenez, c'est vous qui vouliez me mettre dans une navette avec une valise pour aller mourir à petit feu dans un hospice. Vous appeliez ça le bonheur de l'âge d'or. Je ne fais que vous rendre la monnaie de votre pièce. J'ai pris le micro que Valérie avait utilisé pour m'humilier quelques minutes plus tôt. La fête est finie, ai-je annoncé à la salle. Veuillez quitter les lieux. Les invités ne se sont pas fait prier. En quelques minutes, le salon s'est vidé. Il ne restait plus que nous. Laurent a pris le trousseau de clés de la voiture des mains tremblantes de Guillaume. « Sortez », a dit Laurent simplement en indiquant la porte. « Maman, je t'en supplie » a sangloté Guillaume en s'agrippant à ma manche. « On n'a nulle part où aller. On n'a plus rien. » Je me suis dégagée doucement de son étreinte. J'ai regardé mon fils, ce garçon, que j'avais tant aimé, mais qui était devenu un étranger rongé par le vice. « C'est faux, Guillaume », ai-je répondu avec une tristesse infinie. « Il vous reste vos bras pour travailler. Il est temps d'apprendre à vous en servir. C'est la leçon que ton père n'a pas eu le temps de te donner. Je te la donne ce soir. » J'ai pointé la porte. Dehors, ils sont partis. Valérie traînant sa robe de soirée souillée et Guillaume voûté comme un vieillard. Ils ont franchi le seuil de l'appartement qu'ils pensaient posséder et la porte lourde s'est refermée sur eux. Avec un claquement définitif, je me suis retrouvée seule avec Maître Dubois et Laurent au milieu des restes du buffet et des confettis dorés. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, je pouvais respirer. 6 mois ont passé depuis cette fameuse soirée. Paris me semble bien loin désormais. Je ne vois plus la tour Eiffel depuis ma fenêtre, mais des collines couvertes de thym et d'oliviers centenaires. Pierre avait gardé ce dernier secret pour lui, une magnifique bastide en pierre dorée, nichée au cœur de la Provence, qu'il rénovait amoureusement depuis des années pour nos vieux jours. Il voulait que ce soit notre refuge. C'est devenu mon royaume. Je suis assise sur la terrasse à l'ombre d'une treille de vignes vierges. L'air est chaud, parfumé par la lavande, et le seul bruit qui trouble ma quiétude est le chant incessant des cigales. Sur la table en fer forgé, ma tablette numérique est posée contre un pichet d'eau fraîche. Je viens de terminer ma réunion hebdomadaire avec Laurent. L'entreprise se porte à merveille. Depuis que Laurent a repris la direction opérationnelle, les chantiers se multiplient. Nous venons de décrocher la restauration d'une chapelle classée dans le Marais. Mais ce n'est pas ce qui m'a fait le plus plaisir lors de notre appel. C'est quand j'ai demandé des nouvelles de notre nouvelle recrue. Il tient le coup, m'a dit Laurent avec un petit sourire en coin. Il a fini de poncer la façade de l'immeuble rue de Rennes. Il a les mains abîmées et le dos cassé, mais il ne se plaint plus. Je crois qu'il commence à comprendre ce que pèse un sac de ciment. Guillaume travaille. Pour de vrai. Pour rembourser sa dette, il a dû accepter la seule offre que je lui ai faite, un poste d'ouvrier non qualifié dans l'entreprise de son père. Il se lève à 5 heures du matin, il porte des charges lourdes, il respire la poussière. Il vit dans un petit 2 pièces en banlieue, loin des fastes du 16e arrondissement. C'est dur, oui. Mais pour la première fois de sa vie, mon fils gagne son pain à la sueur de son front. Il apprend le respect de la matière et des hommes. Je crois même, d'après Laurent, qu'il a une certaine fierté quand il regarde un mur qu'il a nettoyé lui-même. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour lui. Quant à Valérie, le destin a eu comment dire un sens de l'ironie assez mordant. Elle qui ne jurait que par la haute couture et les pièces uniques, elle a dû trouver un emploi en urgence pour payer sa part du loyer. Je l'ai aperçue l'autre jour, non pas en vrai, mais sur une photo qu'une amie m'a envoyée. Elle travaille dans une grande galerie marchande, dans une boutique de prêt-à-porter bas de gamme. Elle porte un gilet synthétique avec un badge à son nom.
Et elle passe ses journées à plier des t-shirts mal coupés et à sourire à des clientes exigeantes qui la traitent comme une domestique. Elle est devenue ce qu'elle méprisait le plus, une vendeuse anonyme. Elle n'a plus de showroom, plus de Porsche, plus de dîner mondain. Elle a juste la réalité brute et sans filtre. Je ferme le rabat de ma tablette. Le soleil commence à descendre, teintant le ciel de rose et d'orange. Je me sers un verre de vin rouge, un Côte-du-Rhône, puissant, que Pierre adorait. Je fais tourner le liquide pourpre dans le verre, regardant la lumière jouer au travers. Je ne suis pas seule. Je sens la présence de Pierre dans chaque pierre de cette maison, dans la brise qui caresse mon visage. J'ai gardé ma dignité, J'ai sauvé l'œuvre de sa vie, et j'ai donné à mon fils la seule éducation qui lui manquait, celle de l'adversité. Je lève mon verre vers l'horizon, vers ce champ de lavande qui ondule comme une mer violette. « À nous, Pierre », je murmure doucement. Je bois une gorgée. Le vin est bon. La vie est calme. Je suis libre.